Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux. Vous êtes plus de 2000 inscrits et quasiment 800 connectés. C'est un record pour un webinaire du BDM, donc on est ravis que vous soyez tous là. C'est donc un événement qui est organisé par le blog du modérateur en partenariat avec Talkwalker, qui est un outil de social listening, et HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client, que vous connaissez tous, j'imagine. Ce sont deux solutions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est donc pour échanger et commenter l'étude Tendance réseaux sociaux 2022 de HubSpot et Talkwalker. Alors, c'est une étude que les deux marques font chaque année et qui dresse 10 points importants. Si vous ne l'avez pas lu, on va vous la partager sur le chat, donc vous pourrez y avoir accès. On va rapidement rappeler les grandes tendances de l'étude et puis on échangera tous ensemble avec nos invités sur 5 d'entre elles. Globalement, les échanges vont durer environ 45 minutes et on a envie évidemment que l'événement soit le plus participatif possible. Donc, si vous avez des questions, vous êtes déjà plein à intervenir dans le chat. N'hésitez pas à continuer et à poser toutes vos questions. Alors, il y a un onglet dédié pour les questions. Donc, si vous en avez, posez-les plutôt sur l'onglet questions que dans le chat, sinon on ne les verra pas. Et comme ça, on pourra répondre aux questions qui seront pilotées. Oui. Fabien, j'en profite pour te dire, parce que je sais que tu n'as pas le temps de voir le chat, il y a certaines personnes qui demandent si tu peux désactiver tes notifications, c'est la petite cloche qui va. Désolée de t'avoir interrompu, mais je sais que c'est galère de voir le chat quand on parle. Tout à fait, tu as raison. Hop, effectivement, j'avais oublié de faire ça. Merci. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, j'imagine que c'est mieux sans bruit. Merci pour ton retour. Donc, pour commenter cette étude, on a un très beau panel d'experts avec nous. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que vous puissiez vous présenter rapidement. Amélie, n'hésite pas à commencer. Ouais, tu n'as pas de micro, Amélie. On ne t'entend pas. Là, on t'entend, c'est mieux. Bonjour à tous, ravie d'être là ce matin. Amélie Ebongué, consultante social média, conférencière et également autrice d'un ouvrage sur TikTok. Hello à tous, moi je suis Caroline et en gros ma grande spécificité c'est que je parle beaucoup de marketing, en particulier sur les réseaux sociaux et je suis désolée, vous avez encore le son de mes notifs, j'ai désactivé mais il y a différents sons, on est sur une plateforme multison, parce que je suis ravie d'être là aujourd'hui, vous mettez le feu dans le chat donc ça fait trop plaisir et aujourd'hui moi je vais vous parler marketing d'influence et économie des créateurs. Voilà un petit spoiler. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Maude Bandon, je suis stratégiste en communication digitale d'influence. Je suis également spécialisée en communication de créa online et je suis intervenante également dans des écoles sur des stratégies digitales de communication. Et bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Flegg et je suis directeur général du cabinet CISC qui est spécialisé en transformation digitale. J'ai travaillé avant pendant 5 ans notamment en agence social media et je suis aussi analyste sur les sujets de marketing et de technologie et je vais vous parler de Metaverse. Merci à tous pour cette présentation. Rapidement, on peut revenir sur les 10 points, les 10 grosses tendances qui étaient soulevées par HubSpot et Talkwalker. La première tendance, c'était le succès de TikTok et son impact pour les marques et les réseaux sociaux qu'on abordera aujourd'hui. On avait l'évolution des social ads qu'on abordera aujourd'hui aussi, la croissance du social selling, les nouveaux formats de contenu dans un contexte post-pandémie, l'alternance des modes de consommation des médias sociaux, la maturité du marketing d'influence qu'on abordera aussi aujourd'hui, la décentralisation des médias sociaux, l'essor des métaverses et de la réalité virtuelle qu'on abordera aussi, et le développement de l'inclusivité des marques ainsi que le pouvoir grandissant des communautés. Donc voilà pour ces 10 grandes tendances. Encore une fois, vous pourrez les retrouver sur le doc qu'on vous a envoyé. On va commencer par TikTok avec toi, Amélie. Est-ce que tu peux rapidement revenir avec nous sur qu'est-ce qui fait la réussite d'une vidéo sur TikTok, comment ça fonctionne, les bonnes pratiques et un petit peu comment tu vois les choses? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui,
clé de succès vraiment d'une vidéo efficace et pertinente sur TikTok. On le sait. Ouais, alors, je suis désolé, il y a encore des notifications. On aurait vraiment dû faire ça avant. Alors, je ne sais pas qui a ces notifications. On entend encore le bruit des notifications. Je ne sais pas chez qui c'est. C'est la petite cloche en bas à droite de l'écran. Je pense que c'est Amélie. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, tout à fait. Ça balance, ça se fait pas. C'est Mathieu qui a balancé. C'est Mais vrai, pas de pardon. problème. Alors, je disais que TikTok, donc, c'est une plateforme riche, divertissante, et aujourd'hui, on le sait par son nombre d'utilisateurs, elle a dépassé le milliard bien derrière Instagram, et on voit finalement que ce qui fait la force du contenu aujourd'hui, ça va reposer essentiellement sur le premier facteur, qui va être la verticalité, qui aujourd'hui permet de rallonger finalement le temps d'une vidéo en passant de 15 secondes à 3 minutes depuis le début de l'été. Caractéristique assez intéressante puisqu'on regarde la croissance derrière et on voit que l'application veut vraiment être consumer first. Le deuxième point, c'est l'authenticité avec une capacité finalement à incarner quelque chose, une thématique, une expertise, ou même un domaine particulier. On voit de plus en plus de marques se positionner sur des thématiques engageantes, croissantes. Et enfin, le dernier point, c'est la viralité qui permet finalement d'amplifier le contenu à l'infini avec la possibilité de partager sa vidéo sur l'ensemble des autres plateformes sociales. Ce qui fait aussi que TikTok séduit par son sens de l'éphémère avec des outils d'édition qui sont foncièrement intégrés à l'application et ce qui permet derrière d'engager des interactions assez pertinentes. Ça permet aussi aux utilisateurs finalement d'avoir le champ des possibles en termes de création et chacun peut finalement bénéficier de cette plateforme pour développer son audience à grande échelle. Aujourd'hui, ça s'adresse à quel secteur d'activité? Est-ce qu'on est toujours sur un réseau qui s'adresse aux marques, entre guillemets, pour les jeunes? Est-ce que ça touche tout le monde? Est-ce que ça touche quelle audience aussi? Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, c'est une plateforme qui a su séduire d'autres secteurs d'activité. On sait que finalement, l'application a fait naître des communautés dans le domaine de la beauté, de la mode, mais aussi du sport. Avec quelques exemples, on voit des marques comme Asos, Jennifer, Monoprix, Gymshark, Lululemon qui sont vraiment pertinentes et qui développent une stratégie de content marketing sur TikTok de façon efficace. Je te laisserai aussi compléter, Maud, si tu le veux, dans le domaine de l'application. On voit d'autres secteurs qui se développent massivement, mais aussi des médias qui veulent s'inscrire au fil rouge sur la plateforme. Ok. Et côté contenu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, si on est une marque, est-ce qu'il faut, encore une fois, l'image qu'on pouvait avoir il y a quelques mois plutôt, ça va quand même assez vite. Est-ce qu'il faut encore danser? Est-ce qu'on est toujours dans ce type de contenu? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Enfin, voilà, comment on parle aux audiences sur TikTok aujourd'hui en tant que marque? Non, la preuve que non, on n'est pas obligé de danser uniquement sur TikTok. Il y a énormément de marques qui investissent le réseau en proposant des contenus de manière organique. Je prends l'exemple de Roland-Garros qui dernièrement s'est lancé en incitant sa communauté à reproduire de nombreux gestes et reprenant certaines gimmicks de Rafael Nadal. Mais encore une fois, on n'est vraiment pas obligé de créer du contenu pour danser et rentrer dans les codes, je dirais, de la danse qui ne sont pas nécessaires quand on est dans un autre registre et être toujours pertinent avec ça. D'accord. Eh bien, merci. On enchaîne sur le... Excuse-moi, Fabien. Moi, je compléterais juste pour échanger justement avec Amélie. Je dirais qu'aussi, on voit l'importance de TikTok au fait que l'ensemble des autres espaces de communication, finalement, s'inspirent de TikTok. Là, on voit la publicité, par exemple, à la télévision. Dernièrement, avec Maître Gims et Vita, on voit une publicité pour un appareil téléphonique où il fonctionne sous une forme de duo. Le duo inspiré, en fait, des contenus TikTok. On voit Netflix, maintenant, qui va faire des clips qui sont des flux de clips vidéo pour enfants inspirés finalement de ces formats TikTok. On a bien sûr Instagram avec les Reels, on a Snapchat avec Spotlight. Donc en fait, finalement, on voit que TikTok, ça inspire beaucoup. On voit en quoi son influence est de plus en plus grandissante. Voilà, en tout cas, sur les différents formats de communication et puis dans d'autres domaines, bien sûr, l'e-commerce qui est en train de se développer. Ok. On enchaîne sur le marketing, la maturité du marketing d'influence. C'est bon pour TikTok, super.
Est-ce qu'on est, alors le marketing d'influence, on en parle depuis longtemps, est-ce qu'on est vers un sujet qui est de plus en plus mature? Est-ce qu'on est aussi sur un sujet qui est plus responsable? Globalement, on en est où de l'influence aujourd'hui, de l'influence marketing? Alors, en effet, Fabien, là, sur, on va dire, la fin 2021 et pour 2022, on n'est pas forcément encore arrivé à une maturité du marketing d'influence. Ouais. Mais je dirais qu'on est en route, en tout cas, vers, en tout cas, on est à un step important d'un marketing d'influence qui est de plus en plus responsable. C'est ce qu'a pu montrer, d'ailleurs, le rapport Tendance Social Media 2022 de Talkwalker et d'HubSpot. Pour preuve, l'ARPP a publié son second observatoire de l'influence responsable en septembre, et il a été fait mention finalement que 26% des contenus publiés par les influenceurs ne mentionnent pas la relation entre la marque et l'influenceur. Donc il y a un véritable cache-cache des partenariats actuellement. Là, on voit dans ces cas-là qu'il y a peu de mentions des hashtags partenariat, hashtags sponsorisés, hashtags collaboration. Il y a peu de mentions également sur les stories, les posts, qui pourtant ont une dimension publicitaire. Voilà. Et puis, il y a des vidéos qui paraissent avec la mention « grâce à telle marque ». Mais ce n'est pas une mention grâce à telle marque, c'est un flou de formulation. Or, quand on parle de partenariat, l'erreur finalement, ce serait de considérer que tout le monde sait. Et les communautés aujourd'hui ne font pas confiance à un influenceur uniquement sur la base de son honnêteté, voilà, de son avis. Elles apprécient également cette transparence des relations qu'ils entretiennent avec les marques. Alors, il faut quand même dire qu'il y a des influenceurs qui jouent le jeu, notamment des créateurs online spécialisés dans la vulgarisation. Je peux prendre l'exemple sur YouTube de Alex French Cooking Guy, qui est un influenceur qui est très inspiré des anglo-saxons et qui, lui, va inclure ses passages sponsorisés, signalés en début de vidéo, voilà. Il va même ajouter des barres de progression pour que les internautes puissent finalement passer plus facilement, s'ils le souhaitent, cette sponsorisation. En parallèle, on va dire que pour développer donc la visibilité d'une marque, évidemment, il faut construire une relation durable avec cette communauté. Et ça se construit sur la base de la loyauté, la transparence, la responsabilité et l'exemplarité. Et forcément, un des pieds primordiaux de cette dynamique, c'est cette visibilité des partenariats influenceurs. Pour rappel, Fabien, c'est tant une obligation éthique que légale. On peut prendre l'exemple de Nabila, on a tous entendu parler de Nabila cet été, qui a été condamnée à 20 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse, voilà, suite à des anciennes publications de stories sur son compte Snapchat qui n'avaient pas été identifiées comme commerciales. Donc finalement, plus les influenceurs se professionnalisent, plus la déontologie est respectée. Donc il y a eu de nombreuses initiatives ces dernières années. Et puis la dernière, on a eu l'ARPP et Media Institute qui vont lancer donc le certificat de l'influence responsable pour aider justement à sensibiliser les influenceurs à ces règles éthiques et juridiques, et leur apprendre finalement à mieux protéger leur audience. Et on a également des marques qui jouent le jeu. On a par exemple le Club Med, qui est le premier annonceur qui va imposer, qui a déclaré en fait maintenant imposer aux créateurs de contenu avec lequel il est en collaboration, d'avoir ce certificat en fait d'influence responsable. Mais au-delà de cette organisation, je peux quand même dire qu'il y avait des marques qui étaient précurseurs en termes de marketing d'influence transparent. On peut parler par exemple d'Asos, un acteur incontournable du e-commerce, voilà, qui fonctionne de façon assez transparente avec ses influenceurs. Il se rapproche d'influenceurs qui se rapprochent des valeurs que la marque souhaite incarner. Il noue des relations sur le long terme. Et puis, il met en place des programmes comme le programme Insider, où il transforme les fans actifs en influenceurs et il crée des comptes parallèles clairement portant la signature d'Asos. Nous avons par exemple des comptes qui s'intitulent par exemple asos.hélène. Et là, la marque, elle joue vraiment carte sur table. Il y a une transparence du partenariat. D'accord. Et là, tout ce marketing d'influence fait aussi naître de plus en plus une nouvelle économie des créateurs, toute cette creator economy. Et quelles transformations justement sont amenées par le marketing d'influence et quelles évolutions tu vois? Alors, j'allais dire que en fait, à part les influenceurs en tout cas, il y a également d'autres acteurs en fait sur lesquels l'influence digitale va pouvoir s'adosser sur cette route, on va dire, de la maturité. En fait, l'influence digitale, c'est pas simplement des programmes influenceurs, même si on en parle beaucoup actuellement. Les marques, elles construisent leur influence digitale avec des prises de parole qui sont différenciantes, innovantes, avec des e-réputations maîtrisées, avec une production de contenu d'expertise. Et tout ça, c'est à destination finalement et en direction de leur audience cible. Et ces communautés, ces audiences, c'est justement une autre partie prenante primordiale de cette route qu'emprunte l'influence digitale vers la maturité. Parce que ces communautés, ces audiences, elles vont exprimer des besoins sur la transparence, on en a parlé, l'authenticité, mais également l'incarnation de valeurs et la demande de responsabilité des marques.
On a des consommateurs qui sont toujours finalement plus soucieux de l'environnement, plus soucieux des impacts sociaux finalement de leurs achats et qui sont réellement en quête de sens. Et je dirais Fabien, cette nouvelle voix des consommateurs, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on peut l'analyser grâce à des outils de social listening comme Talkwalker. Et cette écoute de leur voix, en fait, ça permet de créer du contenu d'influence et donc de continuer à progresser justement sur le chemin de la maturité. D'accord. Je peux montrer l'exemple, par exemple, de Molly Burke Official sur TikTok. C'est une influenceuse à plus d'1,5 million d'abonnés qui participe à l'initiative d'hashtag qui s'appelle Learn on TikTok, qui est la création de contenus éducatifs qui sont financés par la plateforme elle-même. Et à propos, en ce qui concerne de Molly, en tout cas, des personnes en situation de handicap, puisqu'elle est aveugle et qu'elle communique sur les hashtags Disability Awareness et Accessibility. Et ce qui est intéressant avec Molly, c'est qu'elle va répondre à des questions. Son contenu, c'est un jeu de questions-réponses. Et elle a créé tellement d'engagement et d'interaction, de proximité avec sa communauté, que maintenant, c'est un cercle vertueux. C'est sa communauté qui pose des questions et qui finalement nourrit sa création de contenu. Donc ça, c'est du côté influenceur. Mais on a également des exemples de marques qui vont écouter leur communauté, notamment des préoccupations écologiques actuelles. On peut prendre l'exemple de Biotherm, par exemple, qui a créé un produit, une crème solaire à 97% neutre en impact pour les océans, et qui a mis en place, avec un nouveau type d'influenceurs qu'on appelle ces influenceurs responsables. En l'occurrence, là, c'est Léa Camilleri, qui est une globe-trotteuse éco-responsable. Et donc, Biotherm a mis en place des campagnes d'influence pour mobiliser justement sur d'autres thématiques, des thématiques d'engagement. D'accord. Maintenant, je dirais juste, en fait, oui. Vas-y, continue, excuse-moi. Non, j'allais juste te dire, en fait, que pour terminer, en fait, sur les autres acteurs de l'influence digitale qui conduisent à ce chemin de maturité, moi, je parlerais quand même des agences, qui sont celles qui accompagnent les marques et aussi les influenceurs sur ce chemin. Et que ces agences, à mon sens, elles ont aujourd'hui une responsabilité dans la création d'un nouveau récit. Autour de finalement quelle place a l'entreprise dans les grands défis sociaux et environnementaux. Comment est-ce qu'on peut accompagner les audiences vers une consommation qui est plus vertueuse? Comment on peut montrer une représentation finalement qui est plus juste de la société? Et comment rendre visible et surtout désirable ces questions d'engagement? Alors attention, il ne faut pas tomber dans le greenwashing, les autres goûtitudes. Les Français ne sont pas naïfs. Je crois que dans les dernières études, il dit que 66% des Français déclarent que l'engagement des marques pour une cause, c'est peut-être qu'une mode qui va bientôt prendre fin, en fait. On a également des agences qui vont, on va dire, se mobiliser pour montrer que ce n'est pas que de la goûtitude, notamment l'agence Babel, qui va créer un film militant, qui va ironiser justement sur ces marques qui misent sur des grands slogans engagés afin d'obtenir la confiance des consommateurs, mais sans réelle preuve. Voilà, et heureusement, en ce moment, on arrive quand même à pouvoir distinguer un certain nombre de communications digitales d'influence responsables qui sont même primées. Et je prends pour exemple la Fondation de France avec Publicis Conseil et Bi-Influenceurs. Là, l'objectif, c'était de sensibiliser et de récolter pour la sauvegarde des abeilles. En fait, Publicis a créé la première abeille influenceuse sur Instagram. Elle va reprendre tous les codes de l'influenceuse lifestyle, poster des photos, partager son quotidien. Elle va même signer un contrat avec la Fondation de France pour la création du Bee-Fond, le fonds en fait, pour les abeilles. Et elle va nouer des partenariats avec les marques. Et c'est ces partenariats qui vont permettre à cette abeille influenceuse de récolter des fonds en fait, pour financer les programmes de sauvegarde des abeilles. Donc on voit qu'on est vraiment, en fait, pour conclure, pas encore arrivé à une maturité du marketing d'influence, mais qu'on arrive à un marketing d'influence qui est plus responsable, qui grandit en fait, qui s'incarne, qui se professionnalise, qui permet de mieux interconnecter, j'allais dire, le monde d'aujourd'hui, ses besoins, ses attentes. Moi, je dirais qu'on est en cours de maturation, en fait, Fabien. Ok, il me semble que tu voulais aborder aussi le sujet du co-marketing, dont on commence à parler de plus en plus. Est-ce qu'on est sur des choses on en est aujourd'hui, comment ça évolue, comment tu vois cette nouvelle tendance? Alors, je crois que c'est Caroline qui est l'experte sur le co-marketing. Fabien, c'est mon sujet.
Désolé, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Eh ben, vas-y, Caroline. Mais j'aurais adoré, Maud, que tu te prêtes au jeu et que tu fasses ta partie. Franchement, comme ça, rien à faire. Excellente transition. Bonjour à tous. Merci, Maud. Franchement, tu as redonné ces lettres de noblesse au marketing d'influence parce que c'est vrai que parfois, quand on parle des influenceurs, on a l'impression que les influenceurs, c'est des gens qui sont là pour faire du placement de produits et on est un peu en train de glisser finalement de l'influenceur au créateur de contenu. C'est un nouveau mot qui a été créé par ceux qui n'assument pas le fait d'être influenceur parce qu'ils se disent en fait, je veux pas influencer, je veux faire grandir les gens, je veux les inspirer et surtout, j'ai envie de créer de nouvelles choses. Et du coup, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle économie des créateurs et en fait de l'impact réel que va avoir en fait cette influence, ce marketing d'influence qui peut sembler très marketeux. En fait, ça a un vrai impact sur notre société et sur l'économie. Donc aujourd'hui déjà, je ne sais pas si vous avez fait un petit sondage autour de vous, mais moi qui suis prof en école, j'observe beaucoup que la nouvelle génération, ils veulent tous devenir influenceurs ou créateurs de contenu. Alors, si on considère influenceur comme quelqu'un qui fait du placement produit bête et méchant sur un compte Instagram toute la journée, c'est vrai que c'est assez pauvre. Mais si on considère un influenceur ou un créateur de contenu comme quelqu'un qui partage une information, qui apprend aux autres à faire, finalement un formateur qui éduque et qui élève, et ben en fait, c'est plutôt encourageant qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer. Et notamment, les signaux sont au vert. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus les moyens de vivre de sa passion, ce qu'on appelle aux Amériques la passion economy. Alors, c'est un mot un peu grandiloquent, mais c'est en train de devenir notre réalité à tous parce qu'aujourd'hui, les outils pour pouvoir monétiser son contenu sont de plus en plus présents. Donc, en fait, il y a un espèce d'appel d'air entre de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'influence et des plateformes sociales qui s'adaptent. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a son micro ouvert. J'entends un peu de bruit. Et les plateformes qui s'adaptent pour pouvoir proposer toujours de nouveaux outils aux créateurs, puisque forcément, c'est un cercle vertueux. Les créateurs amènent beaucoup de gens sur les plateformes sociales. Donc, il y a une bataille comme ça des deux côtés. Et donc, du coup, aujourd'hui, très rapidement, je vous détaille 3 nouvelles façons de monétiser les contenus qui sont pour moi vraiment, qui ressemblent pas du tout à ce qu'on avait avant. On a dans un premier temps le micro-paiement. Il y a un éclatement de la monétisation qui ressemble de plus en plus à ce qu'on a aux États-Unis sous la forme de tips. Alors en France, on est encore un peu récalcitrant, mais je vais vous citer 2 plateformes, une que vous connaissez bien, PayPal, et une que vous connaissez peut-être moins, Patreon. Aujourd'hui, Patreon, l'idée, c'est que vous pouvez tipser les créateurs de contenu. Alors, comme je vous dis, en France, on freine encore un peu des cas de fer, mais c'est en train de se développer comme une traînée de poudre aux États-Unis, donc on sait que ça va arriver. Je vous donne une petite statistique comme ça, parce qu'on aime bien ça dans ce webinaire. Le montant moyen initial des contributions a augmenté de 22% au cours des 2 dernières années sur Patreon. Donc, aujourd'hui, je vous donne un autre… Là, je sais qu'il y a des fans d'Instagram qui sont dans ce live. Donc, aujourd'hui, Instagram, enfin, pas aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, Instagram a annoncé des événements privés où on va pouvoir tipser les créateurs de contenu, donc envoyer de 1 à 5 euros. Donc, je trouve ça intéressant à quel point, finalement, l'économie de la création se morcelle. On est sur des micro-montants de plus en plus. C'est pareil pour Twitch, mais en fait, ces micro-montants avec une macro-audience permettent d'atteindre vraiment un train de vie plus que décent. On a aussi le système de l'abonnement. On va avoir Substack, Ghost, Medium, qui sont des plateformes où on peut créer du contenu et vous pouvez vous abonner à des créateurs. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Et puis, dernière façon de monétiser qui se développe de plus en plus, c'est le sponsoring. Maintenant, moi, j'ai documenté dans mon podcast il y a encore 2 semaines une créatrice qui a gagné 10 000 abonnés à sa newsletter sur TikTok. Elle a vendu un petit encart dans sa newsletter à une marque affinitaire et du coup, elle gagne 5 000 euros par mois en faisant sa newsletter qu'elle adore, qui parle de crypto. C'est pareil pour le podcast. Je sais qu'il y a plein de fans de podcast aussi qui sont là. Sur le podcast, c'est pareil. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez arriver à des très hauts revenus en faisant finalement ce que vous aimez faire. Je bouclerai, désolée, c'est un sujet qui me passionne, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je bouclerai en vous disant, aujourd'hui, il y a quelque chose que je veux absolument combattre, c'est la croyance limitante qui se dit, on a besoin d'une grosse audience absolument pour pouvoir vivre de sa passion ou monétiser. Pas du tout, vous avez besoin d'une audience qui a de la valeur. Et pour ça, il y a une phrase très simple que j'adore dire, c'est, il faut en fait, ce qui détermine la valeur de votre audience, c'est pas le nombre de votre audience, c'est la difficulté habituelle à rassembler autour de votre thématique.
typiquement, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un sexologue qui a une petite audience sur YouTube, mais qui a réussi en fait à rassembler les gens sur un secteur très niche qui est finalement parler sexe, c'est pas évident. Et les gens ont beaucoup de mal encore à briser ce tabou. Et ben lui, son audience vaut de l'or pour quelqu'un qui va vouloir communiquer sur ces thématiques. Donc, si vous êtes créateur de contenu, et je sais qu'il y en a dans ce live, ne vous découragez pas, restez orienté sur la valeur de ce que vous produisez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien monétiser votre contenu. Donc voilà, en résumé sur cette première partie, de plus en plus d'opportunités pour les créateurs de vivre de leur passion. Petit encart là-dessus. Et puis, si tu veux, Fabien, on peut parler de co-marketing, mais seulement si tu me poses la question à moi, du coup. Eh bien, écoute, ça tombe bien. J'allais te poser la question à toi, du coup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement le co-marketing, quelles évolutions tu vois, puis où on en est aujourd'hui? C'est un terme qu'on commence à voir apparaître, mais on ne sait pas spécialement ce que ça sous-entend. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très bon point. Tu as raison de le rappeler. Je vais redéfinir quand même le co-marketing, qui est un peu un mot valise que j'ai volé aux US, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de partenariat, personne ne comprend trop ce qu'on met derrière la notion de partenariat. Alors, pour simplifier, un partenariat, c'est tout simplement l'alliance de deux marques ou plus. Elles s'allient, juste elles font quelque chose ensemble. C'est tout ce que ça veut dire, la notion de partenariat. Et en fait, le co-marketing, c'est les actions de marketing qu'elles vont mener ensemble. Ça peut être des actions qui vont être croisées, donc l'une et l'autre marque communiquent sur l'autre, soit dans un sens, soit dans les deux, ou alors communes, les deux marques communiquent sur quelque chose qu'elles ont créé en commun. Donc, c'est tout simplement ça que ça veut dire le co-marketing. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le marketing d'influence, arrive le fait que les marques, se sont rendus compte que ça coûtait super cher de payer des influenceurs et en fait c'est tellement efficace aujourd'hui que c'est les mêmes prix que la presse, donc les marques se disent oh là là, ça coûte un sacré budget, comment est-ce qu'on va faire? Et deuxième, les marques en général sont devenues des marques médias, des marques community first comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont des très belles communautés. Et aujourd'hui on connaît le pouvoir de la recommandation. La recommandation, ça peut venir d'un influenceur, mais ça peut venir aussi d'une marque. Les marques sont des tiers de confiance pour certaines. Et du coup, elles ont des communautés qui vont pouvoir introduire d'autres marques et comme je vous dis, qui ont créé de la confiance. Et qui dit confiance, dit influence. Donc aujourd'hui, il est possible pour plusieurs marques, en fait, de créer ensemble des campagnes d'influence et de croiser leurs audiences pour aller toucher davantage de clients. Donc, je vous donne des exemples tout bêtes que vous voyez partout autour de vous. Alors, les Instagrammeurs, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. Le truc qui cartonne, c'est les jeux concours entre marques. Vous n'avez rien besoin de dépenser. Vous allez communiquer sur l'une et l'autre marque. Vous créez quelque chose en commun. Et puis, l'idée, c'est que même, ça peut rien vous coûter du tout si vous faites une dotation sur vos produits en commun. Donc, on amène du sens, on amène de la joie parce que tout le monde adore les cadeaux. Surtout que là, c'est bientôt la saison des cadeaux. Et puis, vous croisez vos audiences. C'est génial. Et puis surtout, même le savoir-faire. Typiquement, il y a peut-être une marque qui a un super photographe et puis l'autre marque qui a un super studio. On va croiser aussi les infrastructures, les ressources, les savoir-faire. Donc voilà, le partenariat, jeu concours, non seulement ça cartonne sur les réseaux sociaux et c'est gagnant-gagnant, vous avez aussi le co-branding et les collabs. Et encore une fois, je colle à la saisonnalité, période de l'ambiance de Noël. On a envie de faire des coffrets cadeaux, de faire des belles collabs, de proposer quelque chose d'un peu différent. Donc, ambiancez vos clients et proposez, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, des nouvelles collabs qui décoiffent. Et puis, on a les contenus invités et les contenus coproduits. Et j'attire votre attention là-dessus parce que tous les gens qui suivent ce webinaire savent à quel point c'est super chronophage de créer du contenu. Ça prend beaucoup de temps. Qui dit beaucoup de temps, dit beaucoup de ressources, parfois beaucoup d'argent, beaucoup d'outils. Et du coup, c'est génial de mutualiser. Vous pouvez faire des contenus invités. Sur Instagram, maintenant, vous pouvez faire des lives à 4 personnes. Et ça, pour moi, en fait, ça va pouvoir vraiment donner plus d'aile encore au co-marketing, la collaboration entre influenceurs et marques, mais aussi entre marques en elles-mêmes. Donc, si vous êtes dans un département marketing et que vous m'écoutez, ne négligez pas le grand pouvoir de vos audiences. Les audiences des marques aussi ont de la valeur. Mon petit mot de la fin, du coup, Fabien, c'est l'influence s'accessibilise, devient ouverte au plus grand monde. On n'a plus besoin de 1000 fans pour vivre de notre contenu, mais maintenant de 100 fans. Je vous mets un petit article dans le chat sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Et puis, surtout, l'influence se généralise et devient protéiforme. Ok, merci pour cette intervention hyper complète. Alors là, on va passer sans transition d'influence marketing à un autre grand sujet dont on parle beaucoup, qui est le métaverse. C'était vraiment le buzzword fin 2021 et qu'on va entendre parler, je pense, en 2022.
Mathieu, c'est un sujet que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous définir un peu le métaverse et puis rapidement nous expliquer ce que c'est aujourd'hui, où on va, quand est-ce qu'on peut imaginer un déploiement un peu concret et puis évidemment quelles implications pour les marques. Tout à fait. Alors déjà, si tu me le permets, j'aimerais juste un peu réagir à ce qui était dit avant, parce qu'en fait, je vois pas mal de personnes dans le chat qui ont parlé de B2B, TikTok Oui. pour le B2B, influence B2B. Ouais. Moi, j'ai une casquette d'influenceur, on va dire technologie et B2B, et je vois depuis un an et demi, une accélération sur ce sujet, Oui. et notamment la construction de programmes d'ambassadeurs de la part des marques B2B pour engager les influenceurs. Donc ça, c'est un premier sujet. Et la question de TikTok sur le B2B, pour moi, c'est la même question que celle de Facebook pour le B2B. En fait, tester les choses. Il y a une partie de votre audience est dessus. Il y a des gens qui sont sur TikTok qui sont aussi des professionnels. Il y a des gens qui sont sur Facebook qui sont aussi des professionnels. Donc, tester en publicité, tester des contenus. Et il y a des gens en fait qui arrivent à émerger dessus. Ça ne veut pas dire que c'est une plateforme 100% B2B, TikTok ou que Facebook l'est, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Donc, pour revenir sur le sujet plutôt du métaverse, alors moi déjà, je peux dire que le métaverse n'est pas un sujet qui est totalement nouveau, même si Facebook en parle depuis récemment. On peut prendre différents sujets. D'abord, en 1997, il y a Canal+, qui avait créé ce qu'on appelait à l'époque le deuxième monde, qui était une sorte d'univers virtuel dans lequel on pouvait prendre un CD et aller dans cet univers virtuel. Donc, c'était déjà un démarrage de quelque chose. Pour ceux qui se rappellent d'Internet d'avant, en 2006, il y avait Second Life, où beaucoup de marques ont commencé à se lancer sur le sujet, une plateforme qui existe encore aujourd'hui. Mais si on parle juste du terme métaverse, déjà, est-ce qu'on parle de métaverse? Est-ce qu'on parle de métavers? Métaverse, d'abord, c'est le mix de deux mots. Meta-Universe en anglais ou Meta-Univers en français. Et ça vient d'un livre qui date de 1992, qui a été créé par une personne qui s'appelle Neil Stephenson, et un livre qui s'appelle Snow Crash ou le samouraï virtuel. Et il explique en fait dans ce livre que les gens s'ennuyaient terriblement dans leur quotidien et qu'il y a eu cette création d'un univers virtuel, un équivalent du monde réel, pour que les gens en fait puissent développer des choses, avoir des expériences qui étaient nouvelles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, en fait, on retrouve à la fin dans ce métavers les mêmes travers que ce qu'on a dans le monde réel, c'est-à-dire une vue assez capitaliste, c'est-à-dire une vue aussi avec des luttes de pouvoir. Les gens qui sont influents dans la vraie vie deviennent aussi influents dans le métavers. Les gens qui sont pauvres dans la vraie vie sont aussi potentiellement pauvres dans le métavers. Donc, il y a quand même un sujet par rapport à ça. Après, aujourd'hui, le métavers recouvre différentes technologies. Moi, ça fait une douzaine d'années que je m'intéresse au sujet de réalité augmentée, de réalité virtuelle, donc j'ai pas mal blogué sur ces sujets. Et on voit aujourd'hui que le métavers est à la croisée de tous ces chemins entre le social gaming, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On parle aussi aujourd'hui typiquement des NFT, donc qui sont, on va dire, ces images qu'on peut acheter et avoir une sorte de certificat de propriété dans ce qu'on appelle la blockchain. Donc il y a beaucoup de choses. Et à l'intérieur de ce métavers, le but, c'est aussi de pouvoir avoir des interactions plus fortes que ce qu'on a par exemple sur le social media, pouvoir toucher, se déplacer, interagir avec la voix. Mais tous ces éléments-là sont existants, mais ne sont pas encore rassemblés, en tout cas, dans ce que devrait être le métavers à la suite. Vas-y Fabien, si tu veux enchaîner sur la deuxième question. Pardon. Sinon, j'enchaîne. Moi, vous avez mon micro de coupé. Vis-à-vis des annonces de Meta, donc Meta, le nouveau nom de Facebook, est-ce que le métavers arrivera bientôt? Est-ce que c'est un effet d'annonce? On a l'impression que c'est annoncé comme quelque chose de tout de suite maintenant, mais où au final, il n'y a rien de très palpable. Globalement, voilà, quand est-ce qu'on va voir des choses un petit peu concrètes, notamment côté Facebook ou autre? Je pense qu'on peut dire que la vidéo de Facebook aujourd'hui, c'est une intention, comme on a eu d'autres intentions sur différentes technologies. Peut-être certains d'entre vous connaissent le casque qui a été développé par Microsoft, qui s'appelle le HoloLens. Donc, c'est un casque de réalité mixte. Et quand ce casque a été présenté en 2015, il y avait une vidéo très B2C avec des gens qui pouvaient jouer à Minecraft dans leur salon et on avait l'impression que c'était super et que tout à chacun allait avoir ça. En réalité, c'est plutôt un produit qui est B2B. C'est un casque qui coûte 3 000 $ et avec une expérience qui est un petit peu moyenne. Et souvent, il y a quand même cette surpromesse de la part des entreprises comme un Facebook, comme un Google, comme un Microsoft sur voilà ce que va être le futur. Alors que concrètement, aujourd'hui, techniquement, on n'y est pas. En fait, pour réussir à avoir un monde avec autant de personnes connectées, calculer en temps réel de la 3D, gérer toute la partie données, gérer les interactions, gérer aussi les interconnexions entre différents univers virtuels, on n'y est pas. Il n'y a pas très longtemps, je participais à un webinaire, un podcast sur le sujet avec une personne de Bandai Namco, et lui me disait, c'est une vision à 5 ou 10 ans, et je pense que je suis d'accord avec lui sur ça.
Après, est-ce que on a tout ce qu'il faut aussi pour que ça fonctionne au-delà de la partie technique? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un univers comme ça fonctionne? En fait, il faut d'abord une densité de partenaires. Donc là, il y a des gens qui commencent à se positionner sur le sujet. Il y a déjà des partenaires, par exemple, typiquement d'un Meta ex-Facebook. Il y a des gens qui font de la réalité virtuelle, du social gaming et autres. Il y a aussi le besoin d'une volonté de la part du grand public de participer à ce type d'environnement. Hier, je faisais une conférence sur le métaverse, justement. Et il y avait à peu près une cinquantaine de personnes et j'ai demandé aux gens qui seraient prêts à rentrer dans le métavers. Et sur la cinquantaine de personnes, il y avait une dizaine de mains qui se sont levées. Donc ça veut déjà dire que même sans trop savoir ce que c'est et sans que ce soit vraiment pour l'instant possible, il y a déjà un petit frein par rapport à ça. Et la façon dont ça va se faire, c'est comme quand vous avez eu votre premier réseau social, un Facebook ou que vous êtes arrivé sur TikTok. Quelqu'un dans votre entourage vous en a parlé et vous a dit, tiens, tu devrais tester ça, c'est sympa. Et si les premières interactions qu'on a avec ce réseau ou ce métavers sont positives et sont intéressantes, là, on va avoir envie d'aller plus loin. Mais si je prends l'exemple de la réalité virtuelle, donc j'ai pas mal écrit dessus et j'ai fait tester pas mal de mes clients aussi sur ce type de technologie. Si l'expérience est décevante, les gens vont tester, vont se dire ah oui, ok, bon, c'est cool, j'aurais testé la réalité virtuelle ou j'aurais testé le métavers, mais c'est pas pour moi ou ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, il va y avoir un enjeu de la part de Meta ou de beaucoup d'entreprises sur comment est-ce qu'on arrive à capter les gens avec du contenu, avec une expérience qui va être intéressante. Et surtout, si on prend juste Meta en tant qu'ex-Facebook, est-ce qu'on va faire confiance à cette plateforme? En fait, aujourd'hui, il y a une crise de confiance vis-à-vis de Facebook. Donc, ils se prennent régulièrement des procès, il y a régulièrement des scandales. Il y a quelques mois, il y a des millions de numéros de téléphone de beaucoup d'inscrits à Facebook qui se sont retrouvés dans la nature. Donc, il y a une certaine défiance et on pourrait se dire, est-ce que je vais faire confiance à Facebook qui possède déjà des milliards de données sur beaucoup de personnes pour les intégrer dans ce nouvel univers virtuel et en fait pour leur donner aussi la capacité de capter mon attention comme ils le font déjà aussi dans un univers qui sera beaucoup plus immersif. Donc pour moi, le futur, c'est pas que Meta ou Facebook ou peu importe, c'est plutôt un ensemble de métavers. Tout comme aujourd'hui, on utilise un device qui est un smartphone, qu'il soit iOS ou Android. On va se connecter à différents réseaux sociaux et on va avoir à chaque fois son identité. Différentes choses peuvent s'interconnecter. Pour moi, dans le futur, on va avoir typiquement des lunettes de réalité augmentée. Et aujourd'hui, on a Apple, Snapchat, Facebook qui travaillent sur le sujet, qui vont nous permettre de se connecter à différents espaces virtuels, différents métavers, dont Facebook fera partie, mais peut-être aussi des acteurs qui ne sont pas du tout connus aujourd'hui, tout comme TikTok n'était pas identifié, on va dire, il y a 3-4 ans, on aura forcément aussi des géants qui vont naître de ça, et ce ne sera pas forcément les géants tels qu'on les connaîtra aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve qu'il y a 15 ans, les géants du web étaient MySpace, étaient Yahoo, et qu'aujourd'hui, ils sont mourants. Donc, il y a quand même un sujet par rapport à ça. Tout à fait. Alors, il y a une question qui nous anime tous, je pense, c'est en tant que professionnel digital, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le métavers? Est-ce qu'on imagine déjà des formats publicitaires, des présences de marques? Globalement, comment ça pourrait se matérialiser et quelle sera la place justement des marques dans cet univers? Je pense que les gens, souvent aujourd'hui, associent par exemple métavers à gaming. Parce qu'on va penser à Fortnite, on va penser à 350 millions de joueurs sur la plateforme, on va penser à des concerts qui sont en ligne. Après, si le métavers est l'équivalent de notre monde physique en virtuel, ça veut dire qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Déjà, en tant que personne, on va pouvoir jouer, on va pouvoir travailler, on va pouvoir socialiser. Donc, il y a un champ des possibles qui va être énorme. Plus le fait qu'il y a des technologies aujourd'hui qui sont en train d'être travaillées pour le fait de pouvoir toucher réellement un objet. Dans la vidéo de Facebook, par exemple, quelqu'un attrapait un ballon et pouvait ressentir vraiment ce ballon et pouvait l'envoyer. Donc, tout ça est assez excitant pour la suite. Après, si on parle des marques et des experts numériques et tout ça, il va y avoir une question qui est comment est-ce que j'apprends à faire exister ma marque en 3 dimensions? Certaines marques ont déjà commencé à le faire en réalité augmentée, réalité virtuelle, mais dans un univers qui est totalement virtualisé, comment est-ce qu'on le fait? Et quel est le business model aussi des plateformes? Est-ce que Facebook va faire de la publicité? De ce qu'ils ont l'air de dire, ça n'a pas l'air d'être vraiment le chemin qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être, je vais m'acheter un nouveau costume virtuel, je vais m'acheter une maison virtuelle, je vais avoir différents éléments de marque qui vont être à disposition dans cet élément. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, et ça c'est la même chose, là on parle de métaverse, avant on parlait de TikTok, on parlait d'influence, la question qu'on doit se poser toujours, c'est des choses qui sont basiques, qui sont
c'est quoi mes objectifs? Est-ce que je maîtrise les codes de la plateforme ou en tout cas de l'environnement que je suis en train d'investiguer? Et comment est-ce que je vais calculer le succès? Si vous ne faites pas ça, que vous vous lanciez sur TikTok, dans un métavers, dans de la réalité augmentée ou autre, vous allez forcément en fait avoir des problèmes et faire des choses qui sont pas pertinentes. Après, il y a beaucoup de choses qui sont testées dans différents types, je dirais, d'équivalents de métavers aujourd'hui, en termes de communication institutionnelle, de placement de produits, des éléments virtuels, des produits virtuels. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a même une marque comme Nike qui vient d'annoncer qu'il lançait un espace sur Roblox, donc qui est aussi un univers virtuel aujourd'hui. Donc, il y a des très grosses marques qui sont en train de se positionner. Coca-Cola aussi l'avait fait avant et autres. Donc, ça va créer un enjeu et un intérêt sur certaines plateformes en particulier. Est-ce que tu as des exemples français déjà de choses qui se rapprochent un petit peu de métaverse et qu'on pourrait, qui donnent déjà une première idée de ce à quoi ça pourrait ressembler en termes d'expérience de marque? J'ai l'exemple d'un studio que je connais assez bien. Donc, c'est un studio qui s'appelle Swipeback, qui s'est créé il y a 2 ans et qui, dans son ADN, à la base, fait de la réalité augmentée, du social gaming, qui parle de NFT, qui travaille sur des sujets d'avatar et qui, en fait, assez récemment, s'est rebrandé en tant que Metaverse Creative Studio. Et eux, c'est intéressant parce qu'ils ont déjà aussi un partenariat, par exemple, avec Facebook ou Instagram pour créer des filtres. Et le jour où ce jour est venu, parce que Meta a annoncé qu'ils allaient investir 10 milliards dans les technologies AR, VR, qu'ils allaient recruter 10 000 personnes sur le métaverse, forcément, ils vont se tourner aussi vers des acteurs comme ça. Après, en termes d'exemples de production, en tout cas, qui ont été produites en France, mais qui étaient à une portée internationale, je pense à un exemple comme la Global Pride Crossing. Donc, en fait, c'est une agence qui s'appelle Aware Social qui a créé une activation à l'intérieur de Animal Crossing en 2020, au moment où tout le monde a découvert ce jeu et qu'on était tous confinés tranquillement chez nous, et qui a quand même généré énormément de vues, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a des grandes plateformes internationales, des grandes marques internationales qui en ont parlé, avec plus de 25 millions de vues du hashtag qui était spécifique, qui était la Global Pride Crossing. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de fils de réalité augmentée qui sont développés pour des structures comme, je ne sais pas, ça peut être du Gucci, de Lebank et autres. Et en fait, tous ces blocs, en fait, les éléments du métaverse sont déjà présents, mais il faut réussir à les aligner. Mais si on se pose un peu la question de est-ce qu'on a envie d'aller dans un univers virtuel, en fait, on est déjà dans un univers virtuel. Dans le sens où vous tous, tels que vous êtes ici, vous avez vos smartphones, vous êtes dans le métro, vous êtes dans la rue, vous parlez à distance avec des personnes via des plateformes sociales et vous n'êtes pas présent physiquement avec les gens, vous êtes déjà en fait dans des interactions virtuelles. Donc là, c'est juste que ce qui va se passer pour le futur, c'est qu'on va être beaucoup plus immergé dans quelque chose qui va être fait en 3D potentiellement avec des lunettes et autres. Mais la démarche, en tout cas le déclic culturel de se dire on a déjà un mix entre du réel et du virtuel, pour moi, il est déjà existant aujourd'hui. Ok, écoute, je te remercie, c'était hyper complet. Il y a une question qui nous est posée souvent sur les replays. Donc oui, il y aura bien un replay qui vous sera envoyé par mail, donc vous pourrez y avoir accès. Il y a un autre sujet qui était identifié, qui était l'évolution des social ads, et où on en était un petit peu sur les social ads. Donc c'est le sujet sur lequel je vais intervenir rapidement. Je vais essayer de faire court, parce qu'on a déjà énormément débordé niveau de temps, donc je serai le plus synthétique possible. La grosse tendance qu'on voit de notre côté social ads, ça va être l'émergence du format vidéo pour la performance. Alors le format vidéo, il est évidemment pas nouveau dans les social ads, mais historiquement, on allait être sur des formats très longs, très chartés, souvent un peu corpo, des formats qui étaient de 30 secondes à 1 minute 30, qu'on voyait beaucoup sur Facebook ou sur YouTube. Et en fait, ça rejoint beaucoup ce qu'on disait au début de l'événement sur l'émergence de TikTok, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de vidéos très courtes qui vont faire moins de 15 secondes. Alors, ça va être des vidéos qui sont vraiment assumées de basse qualité, entre guillemets. Ça veut dire que c'est de l'acting en mode un petit peu fait maison. Parfois, c'est vraiment fait maison. Et il y a vraiment cette influence de TikTok avec cette impression de vidéo qui va vraiment être tournée avec peu de moyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'émergence d'agences et de prestataires qui aujourd'hui sont capables de faire de la vidéo vraiment en mode un petit peu industriel. On va pouvoir mutualiser les acteurs, on va pouvoir mutualiser les studios et on va pouvoir acheter des packs de vidéos de 10, 20, 30 vidéos pour le prix qu'on allait payer une vidéo ads classique il y a quelques années.
Et ce qui est intéressant avec ces nouvelles vidéos, c'est qu'on va être en capacité de faire de la performance. Et encore une fois, historiquement, on est vraiment sur un format qui est dédié au branding. Et là, aujourd'hui, avec ces formats vidéo très impactants, très cash, on est capable de faire de la transfo et de la perf. Et j'ai même envie de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les différences entre B2B et B2C. C'est aussi des formats qui fonctionnent en B2B. Et ça peut paraître assez étonnant de dire qu'on peut faire du B2B sur TikTok. Mais on est sur des choses qui sont tout à fait possibles. Et quel que soit le canal finalement, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Leocare. Alors Leocare, c'est pas hyper glamour sur le papier, c'est de l'assurance, donc l'assurance automobile, tout ce qu'il y a de plus classique. Et si vous allez voir ce qu'ils font sur TikTok en ads, alors ils assument à fond le format décalé. Ça va être de la voix avec de l'autotune, ça va être de l'acting un petit peu what the fuck, le tout tourné avec un iPhone. On ne sait pas trop si c'est une publicité ou si c'est pas une publicité. Et on est vraiment dans cette frontière entre du contenu qui respecte les codes du canal et de la publicité, mais le tout pour générer de la perf. C'est aussi des choses qu'on voit beaucoup dans le secteur de la formation. Alors, j'imagine que vous êtes tous ici ciblés par des publicités sur le CPF ou pour vous former. C'est un secteur qui est extrêmement actif en termes de publicité, et notamment sur TikTok, qui fait énormément de choses, avec des pubs CPF qu'on a vu beaucoup. Alors, évidemment, il y a les écueils un petit peu arnaque, entre guillemets, mais ça montre bien cette tendance de la pub vidéo, qui ressemble pas à de la pub et qui pourtant convertit et génère de la perf. En autre grosse tendance social ads qu'on aura depuis déjà un moment, mais qui va impacter pas mal de choses encore, ça va être évidemment la fin du tracking et l'émergence de ce monde qu'on appelle cookieless. Donc la fin du tracking, c'est iOS 14, iOS 15 sur les terminaux Apple. Et la fin des cookies. Alors aujourd'hui, on a des premiers chiffres là-dessus qui sont assez intéressants. Les premiers retours qu'on a sur les taux d'opt-in, donc dans ces nouvelles dans cette nouvelle demande de consentement, on va être sur du moins de 50% d'opt-in, et globalement des chiffres qui vont de 10 à 60% sur les applications. Alors c'est évidemment hyper faible. Ça pose pas mal de problèmes. À côté de ça, on a aussi ce côté très cookie-less, avec du coup une gestion des consentements qui est de plus en plus complexe pour les publishers et pour les pure players. Alors les conséquences, ça va être des demandes de consentement qui sont un peu dark pattern, où globalement on est obligé d'accepter les cookies, ou alors on va avoir du chantage au consentement, soit vous payez 2 € pour lire l'article, soit vous acceptez les cookies. Alors ça, c'est pas sûr que ça dure très longtemps. Je pense qu'à un moment, la CNIL va mettre le nez là-dedans et qu'on ne pourra plus le faire. Donc, à mon avis, les jours de ça sont vraiment comptés. Du coup, cette fin du tracking là, qui est maintenant, qui est tout de suite, elle va concerner Facebook, évidemment, mais elle va concerner tous les réseaux sociaux. Et la grosse conséquence pour les social ads, elle est assez simple. C'est du coup pas de tracking, ça veut dire pas de ciblage, moins d'audience et moins de mesure de la performance. Alors, est-ce que les publicités et les social ads sont pour autant moins efficaces? C'est la vraie grosse question et la vraie grosse problématique. Et finalement, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on va avoir une nouvelle façon de fonctionner des plateformes et on va passer de plus en plus de cette logique d'hyper-ciblage à une logique de ciblage qui est de plus en plus algorithmée et qui est de moins en moins humain. Donc là, on va avoir du coup deux grosses tendances dans les plateformes. C'est que d'un côté, elles assument de moins en moins d'un point de vue éthique le ciblage, donc tout ce qui est ciblage politique, religieux, par âge, par état de santé, par orientation sexuelle. On est vraiment sur des attributs hyper touchy et qui pourtant étaient possibles jusqu'à peu. Et là, Facebook vient tout juste, par exemple, de dire que ce serait plus possible. C'est assez logique parce que de fait, on est sur un ciblage qui est quand même hyper discriminant. Et on a du coup une prise de conscience des plateformes que c'est plus possible. C'est pareil du côté de Google qui va passer de plus en plus par un ciblage par cohorte. Et ce dont on se rend compte en fait dans les faits, c'est que on a aussi une efficacité grandissante des campagnes sans ciblage, et notamment pour la performance. Donc là encore une fois, ça peut paraître assez surprenant, mais pendant très longtemps, on faisait des ciblages manuels le plus granulaire possible. Et aujourd'hui, les algos, et notamment sur Facebook, ont une capacité d'apprentissage et arrive à délivrer de la performance, même sans critères de ciblage. Donc,
sans ciblage, l'annonceur, il ne se prive plus de bassin d'audience. Et c'est l'algo qui lui-même va trouver des bassins d'audience par rapport au contenu. Alors, c'est de plus en plus vrai sur Facebook et c'est aussi vrai sur Google Ads, qui est aujourd'hui capable de trouver les bons mots-clés sur lesquels enchérir et les bonnes ambiances par rapport au contenu. Et c'est un vrai mouvement de fond. Là où on a cherché en SEA et en marketing, encore une fois, une extrême granularité des audiences, notamment via des mécaniques de custom audience ou de lookalike audience. Et aujourd'hui, avec cette fin des ciblages propriétaires, on est vraiment sur la fin de cette façon de fonctionner. Ce qui est assez intéressant, c'est que même Facebook, aujourd'hui, quand on échange avec eux en tant qu'annonceur, c'est vraiment là-dessus qu'ils s'orientent. Donc, pendant très longtemps, ils ont recommandé évidemment les pixels de conversion Facebook. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. On va passer par un système par API qui est plus complexe, mais qui est aussi censé être plus efficace. Et on va avoir, du côté de Facebook, vraiment de façon très, très assumée, la guideline de ne plus cibler du tout. Donc, eux recommandent, ça c'est vraiment intéressant, que sur les campagnes social ads, entre 60 et 90% du budget soit dépensé sans aucun ciblage d'audience ni d'emplacement. Donc, c'est vraiment l'algorithme qui va décider où et à qui la publicité sera diffusée. Et donc, on diffuse absolument partout et c'est l'algo qui cible. Et on va après, du coup, sur ces audiences créées par l'algorithme, pouvoir faire du retargeting avec 10 à 40% des budgets sur ces audiences qui auront été ciblées par les algos. Donc ça, bon, c'est un peu, c'est peut-être un petit peu technique entre guillemets, mais on est vraiment sur un mouvement de fond qui va profondément, qui est déjà en train de profondément de modifier nos métiers et notre vision de ce qu'est l'audience et de ce qu'est le ciblage. Enfin, de façon un peu plus générique, pour moi, il y aurait une dernière tendance sur laquelle je vais passer très très vite, mais qui est à mon avis assez intéressante et qui est en train de se dessiner. Ça va être de plus en plus des expériences de shopping, notamment dans le e-commerce, qui seront sans friction. Alors, on voit Facebook qui a lancé pas mal de choses avec la pandémie sur ce qui a trait au e-commerce, avec évidemment le lancement d'Instagram Shop. Et on voit du coup de plus en plus cette volonté d'avoir de moins en moins de friction dans l'acte d'achat et globalement le produit ou le service il soit visible sur le poste, il soit achetable en un clic et qu'on puisse l'acheter directement dans le flux d'informations et dans le flux de contenu qu'on aura. On peut même à terme imaginer avec Facebook et le développement de sa monnaie Diem qu'on puisse payer directement sur la plateforme. Donc, il n'y aura plus de prestataire de paiement externe. On aura le contenu, on aura le produit, on aura le service. On pourra l'acheter directement. Et le temps 2 de cette expérience, qui à mon avis peut être encore une fois quelque chose d'hyper intéressant, ça va être le live shopping qu'on voit très très peu en France, voire pas du tout, mais qui est très très présent en Chine. Il y a un exemple chinois qui est assez incroyable. En une demi-journée, il y avait donc le live shopping, c'est vraiment le télé-shopping 2.0, où des influenceurs vont proposer des produits à leurs audiences. Et on avait du coup sur une demi-journée avec ces deux influenceurs, il y a eu 3 milliards de dollars de produits vendus à 200 millions de viewers. C'est la moitié du chiffre d'affaires annuel de Twitter, donc sur un format encore totalement nouveau et qu'on voit très peu ici. Et on peut tout à fait imaginer que ce soit déployé prochainement par les marques et qu'on puisse voir des initiatives intéressantes sur ce sujet. Voilà, là-dessus, j'ai essayé de faire court. On a un dernier sujet qui sera le développement de l'inclusivité des marques. Encore une fois, c'est des choses dont on parle de plus en plus, notamment de RSE, d'inclusivité. Amélie, c'est toi qui prends la parole sur ce sujet. Est-ce que la crise a accéléré l'engagement des marques et comment tu vois les choses sur ce sujet? Oui, la crise a accéléré la réflexion au sein des entreprises. On est vraiment passé du storytelling à ce qu'on raconte au story doing. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on passe à l'action? Et c'est vrai qu'on a vu plusieurs exemples de marques qui ont voulu démontrer leur utilité auprès de leur communauté pour servir davantage les audiences. C'est le cas notamment d'Adidas qui a organisé un challenge virtuel solidaire pour réunir son audience et les inciter à continuer à faire du sport depuis leur domicile.
On a un autre exemple aussi, c'est la marque Franprix qui a mis à disposition ses magasins pour accompagner une autre enseigne qui s'appelle Decathlon, qui avait la possibilité finalement de vendre ses produits dans tous les domaines dans les magasins Franprix. C'est une collaboration qui a d'ailleurs continué au fur et à mesure du temps. Et on a vu comment finalement l'engouement des deux marques ont apprécié la démarche et l'initiative des deux enseignes. Désolé, j'ai encore coupé mon micro. Et du coup, alors l'engagement des marques, alors c'est effectivement, ça peut vite être un buzzword. Est-ce que ça passe par des actions concrètes? Est-ce que tu as des exemples à nous citer en France, voilà, de choses qui ont vraiment été faites, et autre que dire je vais être une marque engagée? C'est quand même un peu une facilité qu'on voit souvent, quoi. C'est exactement le sujet. Et puis, on assiste aussi à des marques qui veulent s'engager sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. On a vu notamment une initiative qui a été portée par Naturalia, qui a décidé de créer un label pour réduire son impact environnemental. Et elle a même décidé de soumettre à ses partenaires de réduire finalement leurs emballages pour avoir un emballage beaucoup plus vertueux. Et l'idée vraiment derrière, c'est d'augmenter la croissance, mais aussi de réduire les écarts liés à l'écologie avec ses fournisseurs. Et finalement, d'ici à horizon 2022, l'enseigne, elle veut vraiment avoir des objectifs beaucoup plus responsables, aussi bien sur ses produits, mais dans sa communication de façon générale. Et côté brand equity des marques, on en est où, encore une fois? Est-ce que c'est un sujet qu'on va voir de plus en plus en 2022? Oui, c'est davantage des questions que les marques doivent se poser. On a notamment cité dans le rapport l'exemple de Lego, mais on a aussi d'autres marques qui s'engagent à travers le monde. Patagonia, qui a décidé bien évidemment d'arrêter l'ensemble de ses campagnes sponsors sur les différentes plateformes. On a Lush qui a introduit sa démarche et qui a décidé de capitaliser sur certaines plateformes sociales et d'arrêter sa communication sur d'autres réseaux. Et puis, en France, on a des marques qui décident d'initier aussi le pas en réduisant finalement leur budget sponsor, notamment sur les différentes plateformes. Voilà un peu pour... Très bien. Et est-ce qu'on a fait le tour du sujet, ou est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole dessus? C'est bon pour tout le monde. Alors, on est presque bon dans le timing. Donc, merci à tous de ne pas avoir trop débordé. On a plein de questions, et merci à tous pour toutes vos interventions sur le chat. C'était hyper vivant. Je vous propose qu'on fasse un tour sur les questions qui, du coup, ont été le plus votées. Donc, n'hésitez pas à upvoter les questions afin qu'on puisse répondre à celles qui intéressent le plus les gens. Il y en a une qui... Alors, TikTok, ça a vraiment beaucoup fait parler. Donc, on va, je pense, pas mal parler du sujet pour y répondre rapidement. Il y avait une question de Yasmine. On est nombreux à se poser la question de la pertinence de TikTok pour le B2B. Pouvez-vous nous donner des exemples de marques B2B qui réussissent sur TikTok? Alors, Caroline, ce sera toi. Amélie, qui est-ce qui a envie de prendre la parole sur le sujet? Alors, moi, TikTok, c'est pas du tout mon truc, mais j'ai des petits retours d'expérience à mon humble échelle. Mais moi, je suis pas sur TikTok. Je préfère LinkedIn et j'y passe déjà beaucoup trop de temps. Amélie, vas-y, dis-nous. Je peux te donner un exemple. Typiquement, si tu as une agence de communication, j'ai reçu dans mon podcast, je vous mettrai le lien dans le chat, j'ai reçu dans mon podcast un directeur d'agence de communication qui vend des services, du coup, à destination des entreprises. Et en fait, ce qu'il utilise, et alors là, je vais vous balancer un peu de jargon marketing, mais je vais rendre ça clair, promis. Vous savez, pour convertir les utilisateurs, on crée des funnels, on crée un espèce de tunnel. Et l'idée, c'est comme un entonnoir, on va mettre un maximum de personnes en haut de l'entonnoir. Donc, en fait, TikTok, c'est très intéressant pour faire ce qu'on appelle dans le jargon du top funnel en marketing, c'est-à-dire aller chercher le plus de gens possible. Plus vous allez chercher des gens,
plus forcément, je vous ennuie pas avec la leçon marketing, mais vous allez convertir à la fin de l'entonnoir. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher TikTok pour avoir un maximum de visibilité. Et pour ça, mon conseil, si vous êtes dans le B2B, allez habiter des thématiques qui sont extrêmement larges pour faire du top funnel, un max de visibilité. Et après, accrochez vos utilisateurs ailleurs. Renvoyez-les vers la newsletter, renvoyez-les vers une chaîne YouTube ou sur LinkedIn, un petit créneau Calendly. Mais du coup, typiquement, je vous donne un exemple très concret. Moi qui suis dans le partenariat, si jamais demain je me lance sur TikTok, je choisirais d'aller sur des thèmes très larges, comme par exemple marketing digital, croissance organique, marketing, grosse marketing, pour après amener les gens vers un terrain plus spécifique sur mes autres canaux. Mais Amélie va dire si j'ai dit une bêtise ou pas. Absolument pas. Et j'ai répondu à pas mal de questions dans le chat. Oui, tout à fait. Merci Donc, d'ailleurs. Est-ce que tu as quelques exemples que tu as envie de nous donner pour ceux qui n'auraient pas vu des réponses, si tu as envie de c'est vrai qu'en France, on est quand même au balbutiement des acteurs B2B pour se lancer sur la plateforme. Et pour compléter ce qu'a dit Caroline, on le voit notamment aux US, en majorité. On a vu Canva qui s'est lancé sur TikTok pour toucher sa cible. Mais on a aussi d'autres acteurs comme Shopify qui a décidé d'investir TikTok sur le développement de ses produits et ses nouvelles fonctionnalités. Ok, eh ben, merci. La question était posée côté LinkedIn aussi. Alors Caroline, moi peut-être, je suis désolé pour les autres, mais moi peut-être rebondir sur toi. Est-ce que tu as des use cases ou une petite analyse des tendances LinkedIn de ce qui fonctionne, Caroline? Oui, alors, excusez-moi parce que du coup, j'étais en train de vous chercher mon épisode sur TikTok dans le B2B. Je mets le lien de mon podcast dans le chat et je n'ai pas le numéro d'épisode si une bonne âme veut bien s'en charger. Du coup, j'ai fait un épisode exactement sur comment avoir des leads B2B sur TikTok. Donc, c'est ça que je voulais vous donner. Du coup, la question, Fabien, porte sur LinkedIn, c'est-à-dire les opportunités B2B sur LinkedIn? Les grandes tendances LinkedIn, peut-être qu'on va faire assez synthétique, parce que sinon on pourrait repasser une heure tous ensemble, mais si tu as quelques éléments clés à apporter en termes de réponse. Ouais, je vous le dis, je me mets pas trop en danger. Moi, je le crie sur tous les toits en ce moment. Il se passe un truc, je vous donne l'exclu au niveau des lives sur l'algo. En septembre, quand je faisais un live, j'avais 500 vues en différé. Et là, en ce moment, je monte à 7000 vues. Et entre-temps, il s'est rien passé. Je n'ai rien changé à mon rythme, ma vélocité, tout ça. Donc, il y a un truc qui se passe, faites des lives sur LinkedIn. En plus, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'autoriser toutes les pages entreprises à accéder au live LinkedIn. Donc, en gros, vu que Fabien me dit d'être très, très rapide, si je dois vous donner là une exclue, un truc dont on parle encore pas assez, c'est les lives. Si je vous dis les sondages, vous le savez. Si je vous dis créer une stratégie de contenu adaptée, top funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, c'est plus spécifique. Suivez mon podcast si vous voulez des vrais use cases, j'en documente chaque semaine. Et sinon, faites vraiment du live. Très bien. On a une question assez généraliste sur comment s'organiser au mieux pour faire son calendrier éditorial et savoir quoi publier. Moi, j'ai un élément de réponse là-dessus. On a publié hier un calendrier marketing sur le blog du modérateur, donc qui recense toutes les journées, tous les marronniers, tous les événements sur lesquels on peut prendre la parole. Donc, c'est souvent assez B2C, mais c'est des choses qui peuvent pas mal vous inspirer si vous ne savez pas quoi dire. Après, sur la création de contenu, ça peut aussi passer par une veille, les bons insights. C'est notamment ce que propose, par exemple, Talkwalker. Après, si certains d'entre vous ont des conseils à proposer, vous pouvez les donner, mais je pense que ce sera une question quand même hyper généraliste et à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il y a des spécificités de marque très, très, très différentes. On avait une question sur quels outils utiliser pour la veille sur les réseaux sociaux. Alors là, encore une fois, Maud, tu y as répondu. Merci. Oui, sur la veille d'irréputation et sur les veilles, en fait, en tout cas pour l'écoute des conversations et tout ce qui se passe sur online, sur les réseaux sociaux, avec maintenant même l'intégration de TikTok, il y a en effet Talkwalker. Il y a d'autres outils qui existent, bien évidemment. Voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont assez techniques, avec des premières fonctionnalités qui sont gratuites, qui permettent tout à chacun de tester déjà l'outil. Et puis après, tester en version payante, bien sûr, s'il y a besoin. Tout à fait. Et puis là, même s'ils sont évidemment partenaires et que c'est l'occasion d'en parler, on est vraiment sur, Talkwalker en l'occurrence, un outil d'excellente qualité. Alors évidemment, pour des besoins qui vont être un peu dimensionnés,
Mais on est vraiment sur des outils qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses et d'avoir une vue très, très pointue sur côté veille et sur ce qu'on dit sur votre marque. On va peut-être encore faire une ou deux questions. Il y en a une question sur les réseaux utilisés pour vendre aux 35-65 ans et pour le B2B. Je pense qu'on a un petit peu répondu à ça. Enfin, c'est notamment Mathieu qui l'abordait, mais je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que je ne suis pas sûr qu'il y ait un réseau pour une audience, mais plutôt des gens qui sont sur tous les réseaux. Facebook, on a tendance à le voir comme un réseau mort, mais c'est encore 3 milliards de personnes et c'est très clairement le réseau le plus puissant. Côté marketing, côté social ads, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok. J'avais l'exemple, je discutais il n'y a pas très longtemps avec une agence qui travaille avec Cuisinella et ils ont fait une grosse campagne TikTok pour Cuisinella. Cuisinella, c'est des cuisines aménagées, donc on peut imaginer que ce ne soit pas trop la cible de millennials sur TikTok qui n'achètent pas de cuisine aménagée, mais en fait, on est sur des choses qui fonctionnent très bien parce que déjà, on est déjà sur des audiences qui sont en train de vieillir, de glisser. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, mais moi, ma réponse, ce serait plutôt… Je voudrais bien juste ajouter qu'en fait, il faut sortir de manière générale des idées reçues, tant au niveau des audiences, mais aussi, par exemple, de ce qu'on appelle les générations. Par exemple, j'ai vu quelqu'un dans les questions qui disait « Est-ce que les millennials sont en train d'arriver sur TikTok ?» Oui, il y a des millennials. D'ailleurs, on voit que sur TikTok, il y a une grosse partie des inscrits qui ont plus de 25 ans et même une partie qui a plus de 35 ans. Après, ne croyons pas que parce qu'on fait partie d'une génération, que ce soit Z, millennials ou autre, tous les gens ont les mêmes comportements et vont utiliser les mêmes plateformes. Donc, je reviens sur ce que je disais précédemment, qui est en fait de tester. Si à un moment donné, ça fonctionne pour vous dans les types de messages que vous avez, ensuite vous déployez. Ne restez pas, en fait, ne soyez pas suiveurs. Faites un peu votre propre histoire et votre propre réalité par rapport à ça. Moi, en complément, en effet, Mathieu, c'est tout à fait ça. Et je pense que aussi la bonne question, c'est pas forcément de se poser la question de quelle est ma cible finalement, mais quelle est ma stratégie communication. Je pense qu'au-delà de la cible, en fait, c'est la stratégie qui va conditionner aussi là où on veut en fait se retrouver. Et finalement, les audiences, après, on les trouve quand on a une stratégie de communication ciblée. Et comme l'a très bien dit Mathieu, on est en test and learn en permanence sur de la stratégie digitale. Donc, il faut tester, se lancer, voir si ça fonctionne, se réadapter, se remettre en cause en permanence. Et c'est ça aussi qui permet de se différencier. Tout à fait. Moi, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet. On avait une question sur comment surveiller sa réputation. Alors là, il y a plein d'outils sur le sujet. Je pense que ce serait assez long de l'aborder. Talkwalker le fait. On parle beaucoup de Talkwalker, mais ils le font. Et il y a tout un panel d'outils avec des pricing différents selon les besoins qui permettent de faire ça. On peut peut-être répondre à une dernière question sur le temps qu'une vidéo ne doit pas dépasser pour être performante. Je pense que là, ça va dépendre encore une fois des objectifs et des canaux. Sur ce que j'abordais sur la partie social ads, aujourd'hui, on va être sur des recommandations de moins de 15 secondes, donc c'est vraiment très très court. Après, évidemment, si on a envie de dire plus et d'avoir un joli spot télé qu'on a envie de reprendre en digital, ça va être plus long. Mais sur la partie très très performance, on va vraiment être sur des formats qui sont de plus en plus courts et de plus en plus impactants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de rebondir là-dessus. En fait, moi, Fabien, j'ai répondu là brièvement par écrit. Oui. Toujours un peu sur mon mantra. Finalement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, en tout cas sur la stratégie digitale. Ça dépend de votre objectif, en fait, et de stratégique initiale. Et puis en mode test and learn, alors évidemment, on va quand même favoriser des formats qui sont relativement courts, mais sur des formats YouTube, on va être sur du plus long et ça va fonctionner sur certaines cibles. Donc, j'ai envie de dire, testons. Eh bien, c'est un excellent mot de la fin. Ce ne sera pas le mot de la fin. Une petite astuce actionnable, les fêtes de fin d'année arrivent, les contenus courts sont à la mode. N'hésitez pas à faire des best-of. Recyclez vos contenus à fond. Tous les contenus qui ont bien marché, vous pouvez les fragmenter, vous pouvez faire ce qu'on appelle dans le jargon du reposing, c'est-à-dire les réutiliser pour autre chose. Voilà, je sais que forcément ce positionnement à impact va plaire à Maud, donc je voulais reboucler sur la question, faites du recyclage aussi pour vos contenus et faites des contenus à impact. Voilà. Tout à fait. Bon, je vous propose qu'on arrête là. Alors, il y a encore un flot de questions et dans le chat. Alors, vraiment, merci à tous. C'est hyper agréable de voir que vous rebondissez sur les interventions respectives. C'était top de tous vous avoir avec nous. C'était vraiment un bel événement. Vous étiez hyper nombreux. Vos interventions étaient
était top et tout le monde a l'air très content d'avoir trouvé ça très intéressant. Donc, encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis encore merci. Merci Fabien. Au revoir, merci. Salut à tous, merci à tous pour le chat. J'ai jamais vu un chat comme ça. Ouais, Franchement, tout à fait, ça n'arrêtait pas. Donc encore merci à tous. rien. Top. Ciao. Salut, merci.